Rencontre inquiétante sur l'autoroute. L'hiver dernier, je conduisais sur l'autoroute de nuit, dans les banlieues d'une grande métropole. Il y avait beaucoup de voitures autour de moi, mais il était environ minuit et il neigeait. J'ai vu une voiture garée sur le bas-côté de l'autoroute avec un type à côté qui avait clairement besoin d'aide. Je l'ai remarqué en passant, mais comme il était tard et faisait froid, j'ai pensé que je pouvais prendre la sortie suivante et voir s'il avait encore besoin d'aide. Je suis revenu et c'était un homme de classe ouvrière d'âge moyen, debout à l'extérieur de sa camionnette. Il portait une combinaison bleue, était mince et commençait à perdre ses cheveux. Il dégageait une étrange atmosphère que je ne pouvais pas identifier. C'était l'un de ces pressentiments étranges dont on n'est pas sûr de la raison pour laquelle on les ressent. Il a dit qu'il avait des problèmes avec sa voiture, qu'il venait d'un endroit à environ 2 heures de la ville. Il m'a dit que son alternateur était cassé et que sa batterie avait besoin d'un coup de pouce. J'avais déjà eu une voiture avec un alternateur cassé et je savais que quand la batterie est à plat, il faut la recharger pendant un certain temps pour que tout refonctionne. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème et que je pouvais l'aider. En me préparant à l'aider, j'ai remarqué dans sa main un objet métallique caché. Je ne savais pas ce que c'était, mais je l'ai aperçu brièvement et j'ai vu que ce n'était pas un couteau, mais quelque chose de métallique et un peu plus court que sa main. Il essayait clairement de le cacher de ma vue. Tout s'est passé très vite et je suis immédiatement passé en mode alerte maximale. Je lui ai tendu les câbles pour qu'il puisse connecter ma batterie et je me suis éloigné pour mettre un peu de distance entre nous. Je lui ai dit qu'il pouvait connecter ma batterie et que j'attendrais dans la voiture. Pendant tout ce temps, j'étais en mode de survie, prêt à me défendre si nécessaire. Il n'a rien fait et a commencé à connecter les câbles à ma batterie. Pendant que j'étais assis dans ma voiture, je me demandais si j'imaginais des choses. Peut-être que c'était juste un accessoire avec les câbles et qu'il l'avait simplement dans la main. Peut-être avais-je mal interprété la situation comme étant dangereuse. Après quelques minutes, il est allé démarrer sa voiture, a crié que cela ne fonctionnait pas et est revenu vers ma voiture. Il attendait devant la mienne. Après quelques minutes d'attente, il a remis sa tête sous le capot de ma voiture pour bidouiller les câbles pendant que je le regardais attentivement pour m'assurer qu'il ne s'approchait pas de la fenêtre de la voiture. J'étais toujours effrayé. Il a crié à nouveau que cela ne fonctionnait pas et m'a demandé de venir jeter un coup d'œil. J'ai ouvert un peu la fenêtre et lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que cela prendrait probablement un certain temps. Heureusement, je pouvais voir ma batterie dans l'obscurité. Il y avait un espace sous le capot et il s'appuyait sur ma voiture directement devant moi. Je l'ai vu jouer avec les câbles et l'ai entendu crier à nouveau que cela ne fonctionnait pas, puis il m'a appelé pour que je sorte. Je l'ai vu glisser l'objet métallique qu'il avait dans sa main et le toucher au terminal de ma batterie, provoquant des étincelles. Il a commencé à crier et à reculer précipitamment. J'ai immédiatement quitté ma voiture et lui ai dit que quelque chose n'allait pas et que je devais partir maintenant. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit, ni de ce qu'il essayait de dire. Tout. Ce dont je me souviens, c'est que je devais sortir de là le plus rapidement possible, sans le quitter des yeux une seule seconde. Je ne me souviens même pas comment les câbles ont été déconnectés de ma batterie, si c'était moi ou s'ils étaient déjà débranchés. J'ai fermé le capot, sauté dans ma voiture et je suis parti. Je n'ai toujours aucune idée de ce qu'il planifiait. Je ne sais pas ce qu'il essayait de faire, mais je suis certain que ce que j'ai vu n'était pas ce qu'il me disait qu'il allait faire. Quand je l'ai laissé là, je suis parti pratiquement en état de choc, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je ne peux pas assez insister sur le fait que ce type dégageait une atmosphère des plus étranges. Peut-être qu'il planifiait de saboter ma batterie pour que je sois coincé là, mais jusqu'à ce jour, je me demande si je n'ai pas rencontré un genre de tueur en série qui avait prévu d'enlever quelqu'un qui s'était arrêté pour l'aider sur le bord de l'autoroute. Qui sait, mais en tout cas, c'était très étrange et cela m'a effrayé. Je voulais m'éloigner de ce type le plus rapidement possible. Je regrette de ne pas avoir pris son numéro de plaque ou quelque chose pour le donner à la police, mais à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était sortir de cette situation aussi vite que possible. La rencontre terrifiante de mes 16 ans. J'avais 16 ans et je venais d'obtenir mon permis de conduire. J'avais un travail à temps partiel, ce qui m'avait permis d'acheter une voiture. C'était une voiture très ancienne et assez peu fiable, mais j'étais le seul dans mon groupe d'amis à avoir une voiture. J'étais donc toujours le conducteur désigné. Une nuit,
Après le travail, j'ai proposé de ramener une amie chez elle parce qu'il commençait à neiger. Elle habitait à environ 20 miles de la ville. Je n'y étais jamais allé auparavant, mais je pensais pouvoir trouver le chemin. Toutes les routes étaient sombres et de terre, à la campagne, et c'était avant que les smartphones ne soient courants. Je l'ai déposée et j'étais sûr de pouvoir retrouver mon chemin vers la route principale. Bien sûr, je me suis perdu. J'avais un téléphone basique, mais le réseau était absolument mauvais. Je me suis arrêté sur le côté de la route, essayant de me rappeler les virages que j'avais pris, quand j'ai entendu la porte d'une voiture s'ouvrir. J'ai regardé et j'ai vu un type bizarre essayer d'entrer dans ma voiture. Il sortait de nulle part, d'un champ à côté de l'endroit où je m'étais arrêté. J'ai paniqué et je suis parti en trombe. Quelques jours plus tard, au travail, mon ami, que j'avais déposé, m'a dit qu'un vieil homme et sa femme avaient été tués par quelqu'un qui avait fait irruption dans leur maison de campagne dans la région. Cela m'a énormément effrayé, mais je n'en ai parlé à personne car je savais qu'ils ne me croiraient pas. Le type a été arrêté la même nuit où j'avais échappé à cette rencontre terrifiante. Il s'est avéré que l'homme qui avait essayé d'entrer dans ma voiture était un fugitif connu pour attaquer des personnes solitaires sur des routes peu fréquentées. Pendant des jours, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au danger que j'avais évité de justesse. L'image de cet homme apparaissant des ombres me hantait chaque fois que je fermais les yeux. Avec le temps, la peur a commencé à diminuer, mais je n'ai jamais oublié cette nuit-là. J'ai décidé d'utiliser mon expérience comme un rappel de l'imprévisibilité du monde et de l'importance d'être toujours vigilant. Bien que je me demande parfois ce qui se serait passé si je n'avais pas réagi aussi rapidement, je suis reconnaissant d'avoir pu m'échapper à temps. Depuis lors, chaque fois que je conduis sur des routes solitaires ou que je rentre chez moi tard dans la nuit, je m'assure de verrouiller toutes les portes et fenêtres de ma voiture, restant toujours vigilant et me souvenant de cette nuit froide d'hiver qui aurait pu changer ma vie à jamais. Un passager inattendu. Je conduisais un vieux camion pendant mes années à l'université. Après les cours, je rentrais chez moi, qui se trouvait à environ une demi-heure de distance. Un jour, je suis rentré chez moi, je suis entré dans la maison et, en me changeant, l'alarme de ma voiture s'est déclenchée. Je suis sorti en courant et j'ai découvert la porte de la voiture ouverte, sans la radio principale ni les enceintes. Je me demandais comment ce type avait pu travailler si rapidement. J'ai signalé l'incident à la police et, après quelques semaines, ils ont retrouvé le voleur et m'ont demandé de me rendre au commissariat. Au poste de police, ils m'ont posé quelques questions et l'agent m'a dit que je devais écouter ce que le voleur avait à dire. Quand je l'ai confronté, il m'a dit qu'il avait pu monter dans ma voiture sur le parking près de mon école et que je suis arrivé de manière inattendue. Il s'est donc caché dans le coffre. J'ai donc conduit jusqu'à chez moi avec un passager inconnu tout le temps. Lorsque je suis arrivé chez moi et que j'ai fermé la voiture, il a enlevé les articles et, en ouvrant la porte, l'alarme s'est déclenchée. La meilleure partie est ce qui s'est passé au poste de police parce qu'un groupe de policiers attendait de voir ma réaction. Le voleur a dit qu'il était effrayé parce qu'il n'était qu'un voleur de voitures ordinaires et sa préoccupation était qu'il ne pourrait pas rentrer chez lui si je le conduisais trop loin. Quand il a ouvert la porte et déclenché l'alarme, il a paniqué et laissé certaines de ses affaires qui ont été utilisées par la police pour l'identifier. Quoi qu'il en soit, j'espère ne plus jamais le revoir. Une nuit terrifiante sur la route. Cela s'est passé il y a environ 7 ans, lorsque je travaillais dans un emploi à environ 45 minutes de route. Nous étions en voyage sur de petites routes rurales pour atteindre ce village isolé, mais le salaire était bon et les avantages en valèrent la peine. Chaque nuit, en rentrant chez moi, je passais par la rue principale du village jusqu'à une intersection et tournais à droite pour rentrer. Cette nuit-là, j'ai conduit jusqu'à cette intersection et j'attendais que les feux passent au vert. Soudainement, j'ai entendu un coup à la fenêtre de mon côté passager. Je me suis tourné pour voir 2 hommes me regardant à travers la fenêtre de leur voiture. Tous 2 semblaient négligés. Le conducteur semblait très en colère. Confuse, j'ai baissé la vitre et le conducteur ne m'a même pas laissé parler. « Pourquoi m'as-tu coupé la route tout à l'heure » J'étais confus, car je n'avais vu aucune autre voiture lorsque je suis sorti. Il semblait encore plus en colère par ma réponse négative. « Si, tu l'as fait sur Turnpike Lane. Nous avons failli avoir un accident. » Je n'étais pas passé par Turnpike Lane, mais par une autre rue. Cela devait être quelqu'un avec une voiture similaire à la mienne, qui a une couleur très distinctive. « Tu es un menteur. Je ne te crois pas. » À ce moment-là,
Il devenait de plus en plus rouge et son ami est intervenu. « Pourquoi es-tu si nerveux si ce n'est pas toi ? Parce que ton ami a l'air très en colère et que j'ai un trouble anxieux. De plus, vous deux êtes en train de prendre le temps d'une jeune femme qui rentre chez elle. » À ce moment-là, un klaxon retentit derrière moi. Nous bloquions la circulation. Je suis parti, ignorant les cris du conducteur enragé. Cependant, en conduisant, j'ai entendu le même klaxon prolongé derrière moi et j'ai vu qu'il me suivait dans le rétroviseur. Il avait dû entrer dans ma voie pour me suivre. Je commençais à paniquer sérieusement alors qu'il me suivait jusqu'à une route principale. Un feu rouge est apparu devant moi et j'ai ralenti. En panique, j'ai rapidement verrouillé mes portes, juste au cas où. La chose suivante dont je me souviens, c'est que l'homme frappait à la porte de ma voiture, essayant de l'ouvrir. Je ne me souviens de rien d'autre, mais j'ai découvert plus tard qu'il avait une sorte de marteau dans ses mains et qu'il avait brisé ma vitre, essayant de me tirer dehors. J'ai été traîné hors de la voiture par les cheveux et il m'a frappé. En essayant de me défendre, je pense qu'il m'a assommé car la prochaine chose que je savais, c'était qu'un couple prenait mon pouls et essayait d'arrêter le saignement d'une coupure sur ma tête. Apparemment, ce couple l'avait vu s'approcher de moi et presque heurter le feu de circulation. Finalement, ils l'ont attrapé. Il a plaidé non coupable au tribunal et j'ai dû témoigner. Il a été prouvé par des images de CCTV que je n'étais pas le conducteur qui avait failli avoir un accident avec lui. Il est toujours en prison pour rage au volant et une erreur d'identité. Voix étrange en montagne. Cela s'est produit il y a environ 12 ans. La famille de mon mari a une maison à la montagne, de l'autre côté de l'État. Une fois que nous sortons de l'autoroute, nous empruntons une route rurale qui monte et redescend de l'autre côté. Notre maison se trouve à environ une demi-heure de route sur cette route sinueuse. La partie médiane, au sommet de la montagne, est la plus sinueuse et le mot « lent » est écrit en grosses lettres sur la route. Nous empruntons cette route peut-être 6 à 10 fois par an, et je l'avais déjà prise des dizaines de fois à ce moment-là sans incident. Cette fois, mon mari conduisait. J'étais sur le siège passager et il n'y avait personne d'autre dans la voiture. Une chanson de Billy Joel passait à la radio. Je crois que c'était Uptown Girl. Il n'y a pas de réception radio près de cette montagne isolée. Alors que nous approchions de la zone où « lent » est écrit sur la route, nous avons entendu une voix d'homme. Ce n'était pas Billy Joel. Cela ne venait pas des haut-parleurs de la voiture. La voix, profonde et effrayante, disait « ralentis ». Les paroles de la chanson ne disaient pas cela. Mon mari et moi nous sommes regardés comme pour dire « Oh mon Dieu, tu as entendu ça ?» Nous n'avons aucune idée d'où cela venait. Il n'y avait pas de maison ni d'autres voitures sur ce côté de la montagne. Nous en avons ri et nous en parlons de temps en temps lorsque nous passons cette zone. Cela ne s'est jamais reproduit malgré les centaines de fois que nous avons pris cette route depuis cette nuit-là. Une nuit de terreur avec ma fille. Cela s'est passé il y a 2 ans. Ma fille autiste avait des problèmes pour dormir la nuit. Elle avait 1 an et demi à l'époque. La mettre dans la voiture et la conduire était la seule façon de la faire dormir profondément. Je vivais avec mes parents dans un joli quartier. Une nuit, alors que je conduisais, ma fille s'était enfin endormie. Il était 9 heures du soir et j'avais faim. J'ai décidé de la laisser dormir un peu plus pour pouvoir la déplacer plus facilement. J'ai pris de la nourriture au drive-in et je me suis garé dans une rue latérale près du restaurant pour manger. J'avais presque fini et je regardais ma fille endormie quand soudain, des phares très brillants se sont arrêtés derrière moi, un peu trop près. J'ai fait un signe de la main en m'excusant, pensant que cette personne essayait de se garer dans la maison devant laquelle j'étais. Je suis parti et j'ai commencé à avancer dans la rue. Après quelques pâtés de maison, en tournant le coin, j'ai vu les phares à nouveau. Ce n'était pas une grande chose car c'était une rue latérale assez fréquentée, mais cette personne me suivait de trop près, comme si je ne bougeais pas assez vite. Agacé, j'ai changé de voie pour les laisser passer, mais dès que je l'ai fait, ils ont changé de voie aussi. À ce moment-là, j'ai réalisé que c'était la même berline qui s'était arrêtée derrière moi dans la rue précédente, mais maintenant, ils étaient trop près pour que je puisse voir la marque de la voiture et les feux de route étaient allumés, donc je ne pouvais rien voir derrière moi. Je me suis maudit de ne pas avoir fait plus attention à la voiture plus tôt. Je ne voulais pas devenir paranoïaque, alors j'ai pris quelques rues latérales inutiles et j'ai traversé mon quartier. Mais cette personne continuait à me suivre virage après virage et changement de voie après changement de voie. J'ai paniqué et appelé mon père.
Je savais que j'aurais dû appeler la police, mais j'avais 21 ans et j'ai fait la première chose qui m'est venue à l'esprit. Il était au travail à une demi-heure de distance, avait une mauvaise réception et a décidé de me rappeler depuis le téléphone fixe de son travail. J'étais au téléphone avec le département du shérif de notre quartier et ils m'ont dit de conduire jusqu'à la station. Cela faisait environ 40 minutes que la personne avait commencé à me suivre et elle se rapprochait de plus en plus. Je passais devant des feux de circulation et je faisais des tours, essayant d'attirer l'attention de quelqu'un. J'ai donc conduit jusqu'à la station, mais il n'y avait personne. Pas de voiture, pas de patrouille. Il n'y avait personne dans le bureau du département, même pas de voiture dans le petit parking. Ils m'ont dit d'entrer dans le parking et d'attendre un officier. J'étais seul avec ma fille d'1 an et demi, qui était maintenant agitée sur le siège arrière. Il n'y avait qu'une seule entrée et sortie du parking. Je n'y suis pas entré et j'ai dit à mon père de dire à l'officier qu'il n'y avait personne. J'ai vu une voiture de shérif au feu rouge plus loin et j'ai commencé à klaxonner et à allumer les lumières. Alors qu'il traversait l'intersection, je l'ai suivi, mais il a ignoré ce que je faisais. Il s'était écoulé un peu plus d'1 heure et la personne avait heurté l'arrière de ma voiture 4 fois. Finalement, j'ai vu une autre voiture de shérif et j'ai simplement klaxonné. Je pense qu'il m'a vu car il a fait demi-tour et est revenu vers nous. Quand il l'a fait, la voiture derrière moi a disparu dans le centre commercial de l'autre côté de la rue. L'officier m'a suivi et m'a ordonné de retourner à la station. Je l'ai fait et j'ai finalement attendu si longtemps que je suis entré et j'ai fermé 3 fois la porte de ma voiture parce que j'étais terrifié. Le bureau était vide, à l'exception d'un téléphone d'urgence sur le bureau qui ne se connectait qu'à une autre extension. Pour conclure l'histoire, ils m'ont fait sentir folle et ont dit qu'ils n'avaient jamais trouvé la voiture et que tout ce qu'ils pouvaient faire était de prendre une déclaration car techniquement, il ne s'était rien passé. Ils se sont offerts pour nous suivre, ma fille et moi, jusqu'à la maison, mais sont partis dès que nous nous sommes garés. Pendant qu'ils me laissaient ramener ma fille endormie à l'intérieur, je tremblais tellement que je ne pouvais pas ouvrir la porte. J'ai couru à l'étage jusqu'à la chambre de ma mère. Elle prenait des analgésiques après une intervention chirurgicale, alors elle dormait. Je l'ai secouée pour la réveiller, en sanglotant et lui racontant ce qui s'était passé. Il m'a fallu 2 jours pour retrouver le sommeil, et jusqu'à ce jour, je refuse de faire des trajets nocturnes avec ma fille. Une poursuite inquiétante. J'avais 19 ans et je rentrais chez moi après le travail, tard dans la nuit, depuis un bar et grill. Mon trajet était d'environ 23 km et durait environ une demi-heure. J'ai remarqué une voiture bleue immédiatement après être parti. Il était tard, peut-être entre minuit et 1 heure du matin, et il n'y avait que cette voiture autour de moi. Je reconnaissais un homme moyen avec une barbe au volant. Il m'a suivi jusqu'à chez moi par les routes principales, et lorsque j'ai tourné dans mon quartier, il m'a suivi. Cela m'a intrigué, alors j'ai commencé à conduire en boucle pour ne pas les emmener chez moi. Ils m'ont suivi dans toutes les rues secondaires, déviant clairement de leur chemin pour me suivre au milieu de la nuit. À ce moment-là, j'ai commencé à penser à me défendre ou à fuir. Si un officier m'arrêtait, j'expliquerais la situation et je serais heureuse d'aller au poste où CE serait plus sûr. Nous étions les seules voitures sur la route. Après quelques manœuvres, je pensais les avoir semées, mais je me suis assuré en les surveillant. J'ai appelé au téléphone jusqu'à ce qu'il fasse complètement noir. J'ai regardé dans le rétroviseur, mais je ne voyais rien. Après 1 minute, je les ai vus tourner dans ma direction. J'ai éteint mes phares et conduit sans lumière pour les échapper. Il n'y avait pas de panneau d'arrêt ni de limite de vitesse dans cette zone urbaine. C'était complètement fou. Par chance, j'ai conduit jusqu'à la maison d'un ami qui faisait une petite fête, donc je savais que j'étais en sécurité. Je ne saurais jamais qui c'était, ni pourquoi ils l'ont fait, ni ce qui serait arrivé si je les avais emmenés chez moi. Grâce à Dieu, je suis un excellent conducteur et j'ai vu suffisamment de films d'espionnage pour probablement me sauver la vie cette nuit-là. Une rencontre effrayante. Cet été, ma fille de 17 ans travaillait de nuit. Il était peu après minuit quand je suis sorti la chercher. En sortant, j'ai remarqué un silence inquiétant. Il n'y avait ni grenouilles, ni insectes, rien. Je suis resté là, attendant de les entendre à nouveau, mais j'ai eu la horrible sensation que quelque chose m'observait. Je suis monté dans la voiture et chassé ces sentiments étranges et allumé la radio à fond pour me distraire. En conduisant, j'ai avancé prudemment avec les phares allumés,
car il y a beaucoup de cerfs dans la région. J'ai tourné à droite, puis sur une autre route. En tournant, mes phares ont brièvement éclairé quelque chose de noir qui a rapidement sauté du côté de la route pour grimper sur une colline escarpée de l'autre côté. À ce moment-là, j'ai eu peur et il m'a été difficile de passer par cette zone pendant le reste du trajet. Pendant tout le trajet, j'ai essayé de rationaliser ce que je venais de voir. Était-ce un cerf, un animal, peut-être un extraterrestre? Les possibilités étaient infinies, mais je n'avais jamais rien vu de tel. En arrivant à la maison, les bruits nocturnes avaient repris et prospéraient. Il n'y avait plus aucune sensation étrange d'être observé. Quelques semaines plus tard, j'ai parlé avec une voisine qui vivait à 10 minutes de chez nous. Elle a dit qu'il se passait des choses étranges par là. Je pensais qu'elle faisait référence à un voleur ou à des coyotes, mais elle a ensuite dit « Tu pourrais penser que je suis folle, mais… » Elle a continué en disant à quel point il faisait souvent silencieux la nuit et qu'ils avaient vu des figures sombres. Et ce n'était pas seulement elle, mais aussi d'autres personnes vivant à proximité. Je lui ai raconté mon expérience terrifiante de cette nuit-là et lui ai dit qu'il était difficile d'expliquer exactement ce que j'avais vu, car je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Elle m'a demandé si cela ressemblait à un détraqueur de Harry Potter. « Oh mon Dieu, oui », ai-je dit. Elle m'a raconté que sa belle-sœur était venue lui rendre visite. En rentrant chez elle après la tombée de la nuit, en conduisant près de chez moi, sa belle-sœur a vu quelque chose de noir accroupi sur la route. Elle a ralenti, se montrant prudente, mais cette figure sombre s'est relevée et a sauté dans l'arbre le plus proche, grimpant si vite qu'elle a disparu. Sa belle-sœur était tellement choquée qu'ils ont dû la ramener chez elle. Cela ne s'est plus jamais reproduit et je n'ai entendu aucune autre histoire de mes autres voisins. Je resterai toujours prudente lorsque tout devient silencieux lors d'une chaude nuit d'été. À part quelques voisins proches qui ont également vu cette mystérieuse figure sombre, je ne sais pas avec qui partager cela. Si je le disais à quiconque, il penserait que je suis folle. Les hivers sont généralement calmes ici, et j'espère que quoi que ce soit, cette chose est partie, ou au moins hiberne pendant tout l'hiver. Une rencontre effrayante sur la route. J'ai une maladie chronique et un matin, j'avais un rendez-vous chez le médecin. C'est quelque chose d'habituel pour moi. En rentrant chez moi, j'avais pris la sortie de l'autoroute nécessaire. En tournant à gauche, j'ai remarqué des lumières clignotantes et une sirène derrière moi. La route avait seulement une voie pendant un court moment, mais ensuite, il y avait une voie pour tourner à gauche à un feu. C'est à ce moment que j'ai dû m'arrêter derrière un camion. Le camion de pompiers a tourné à gauche, tout comme moi. Après qu'il soit passé, j'ai tourné et j'ai continué sur cette route. Cependant, le camion devant moi roulait à seulement 24 km/h pour une raison quelconque. J'ai ralenti car il n'y avait pas de voie pour doubler, seulement une voie au milieu de la route pour tourner. Je ne pouvais pas le contourner. Nous sommes arrivés à une route où tout le monde freinait soudainement et s'arrêtait perpendiculairement à elle. J'ai trouvé cela étrange, mais j'ai pensé que c'était peut-être quelqu'un qui s'était perdu et ne savait pas où aller. En les dépassant, ils ont klaxonné. Je ne savais pas pourquoi, car je n'étais pas agressif ni quoi que ce soit de ce genre. Je n'y ai pas pensé davantage, c'était mystérieux et j'ai continué à conduire. Ils se sont retirés immédiatement après que je sois passé et ont commencé à me suivre de nouveau avec leurs lumières clignotantes. C'était assez étrange, mais j'ai continué. Puis quelque chose s'est produit qui m'a mis en alerte et nerveux. Ils ont commencé à charger vers ma voiture par l'arrière, s'éloignant, puis accélérant et presque percutant ma voiture. Ils ont klaxonné et allumé leurs phares, puis répété cette manœuvre. Je me sentais en danger, alors j'ai freiné, ce qui a empiré les choses. Ils ont klaxonné davantage et ont chargé ma voiture 4 fois sur la route. Il y avait un rond-point et j'ai dû tourner à gauche. Il s'est avéré qu'ils allaient également à gauche. La route n'avait alors que 2 voies au lieu d'une, et je suis resté sur la voie de gauche, car notre complexe d'appartements était à seulement 800 mètres de la route. J'étais derrière un camion qui roulait lentement, mais cela m'allait bien. J'espérais que le type derrière moi me dépasserait simplement et me laisserait tranquille. Il est passé sur la voie de droite, alors j'ai pensé qu'il allait me laisser tranquille, mais il a vu que mes clignotants étaient allumés à gauche. Il a immédiatement freiné, s'est mis derrière moi et a tourné pour me suivre. À ce moment-là, j'étais vraiment effrayé. Je savais que si je m'arrêtais, il m'empêcherait de sortir, bloquant l'entrée. Je ne voulais pas non plus qu'il découvre où je vivais. J'ai éteint les clignotants et j'ai continué tout droit pendant un moment sur la route. Il s'est arrêté à côté de ma voiture, a klaxonné et m'a crié dessus.
J'étais paralysé par la peur, alors j'ai simplement regardé droit devant moi sans le regarder. Après une minute qui a semblé durer 1 heure, il s'est précipité et a accéléré devant moi avec son camion. J'ai pu rejoindre la route et faire demi-tour pour rentrer chez moi. Même après être rentré chez moi, j'avais peur qu'il découvre où je vivais et fasse quelque chose à la voiture de ma fiancée que je conduisais à ce moment-là. Heureusement, cela n'est pas arrivé et j'étais en sécurité. Depuis cet incident, je suis très attentif aux personnes qui me suivent, paranoïaque à l'idée que quelqu'un d'autre me poursuive. Je sais que les chances logiques que cela se produise sont minces, mais l'anxiété n'écoute pas la logique. J'espère ne plus jamais rencontrer ce conducteur fou sur la route. Il y a quelques années, mon frère et moi avons conduit toute la nuit pendant 15 heures à travers 3 provinces du Canada pour rejoindre nos parents et d'autres membres de la famille chez notre grand-mère. C'était l'été et il pleuvait, inondant de nombreuses routes cette année-là. Nous avons donc dû quitter la route principale et prendre des chemins plus ruraux que nous ne prenions normalement jamais. Lors de ce voyage, au milieu de la Saskatchewan, vers 2 heures du matin, nous étions sur une route appelée Lewis Rail Trail. Nous avions remarqué et commenté le fait qu'il n'y avait personne autour, espérant que les routes ne seraient pas fermées ni redirigées devant nous. Nous avions tous deux remarqué que la route semblait totalement déserte. Mais ce n'était pas la route principale, alors nous avons pensé que c'était peut-être la raison pour laquelle il n'y avait personne d'autre autour. En avançant, j'ai commencé à remarquer de nombreux cerfs morts sur les côtés de la route. Je me souviens avoir dit quelque chose à propos d'espérer ne pas en heurter un. Soudainement, nous étions sur une portion de la route pendant environ 10 minutes solides, où les 2 côtés de la route étaient absolument couverts de piles de cerfs morts, les uns sur les autres, détruits, les yeux ouverts et brillants sous les phares. Ils étaient clairement morts, leurs corps entassés et tordus avec des coups brisés, certains avec les pattes en l'air, mais aucun sur la route. Il n'y avait pas de sang, rien du tout. Les centaines de cadavres de cerfs, intacts, alignés et empilés sur les côtés de la route. Je me souviens de les regarder, de regarder de l'autre côté de la route et de dire quelque chose à propos de se trouver entre des murs de cerfs morts. Cela semblait totalement surréaliste. Mon frère se souvient aussi de cette impression. Nous avons continué à conduire sans rien dire pendant plusieurs minutes. Ce n'est qu'après avoir croisé d'autres véhicules et des semi-remorques que nous avons repris nos esprits et réalisé à quel point c'était étrange. J'avais pris des photos de tout pendant le voyage, des nuages aléatoires, des vaches et des champs, mes pieds sur le tableau de bord, mais je n'ai pas pensé une seconde à prendre une photo de cette route étrange bordée de cerfs morts de chaque côté, parce que je ne pensais pas clairement. Mon frère et moi en parlons souvent. Cela nous dérange, car nous nous souvenons tous les deux à quel point c'était bizarre. Raconter cette histoire à d'autres personnes ne semble jamais rendre justice à l'absurdité de la situation. Je ne pense pas que les gens croient que cela s'est vraiment produit, mais nous en avons tous les deux été témoins et avons ressenti la même chose. Il y a quelques années, je travaillais pour une grande agence d'État. Après 5 ans, je suis devenu gestionnaire intermédiaire. Mon bureau était dans une tour de bureau au centre-ville et le stationnement était limité. Les gestionnaires intermédiaires et supérieurs avaient des places réservées dans le garage adjacent à notre bâtiment. C'était un grand avantage, car c'était un état compliqué, et lorsque le garage de la tour était plein, il fallait se garer dans un garage privé à environ 1 kilomètre de distance. Un jour, j'ai dû faire quelques courses et je suis arrivé au garage un peu plus tard que d'habitude. En arrivant, le panneau indiquait que le garage était plein, mais j'avais une plaque me permettant d'entrer quand même, alors je me suis dirigé vers ma place réservée. Un homme essayait d'entrer malgré le panneau indiquant que le garage était plein. Réalisant qu'il n'avait pas de plaque, j'ai reculé légèrement et klaxonné pour lui faire savoir qu'il pouvait reculer. Cela l'a mis en colère. Il est sorti de sa voiture, m'a confronté et m'a insulté en me disant que je ne pouvais pas lire que le garage était plein. Je l'ai ignoré, pensant qu'il était juste là pour une réunion dans l'une des nombreuses agences de notre bâtiment, et je me suis garé. En arrivant à mon bureau, j'ai reçu un email des ressources humaines. Un des directeurs était malade et je devais couvrir quelques entretiens. Les entretiens dans notre agence commencent par un projet de groupe, puis les candidats passent devant un panel individuellement. En entrant dans la salle où les candidats étaient assis, je l'ai vu. Le type du parking était là. Il ne m'avait pas vu clairement de sa voiture, mais je savais à quoi il ressemblait. Les candidats se sont présentés et ont commencé à travailler sur leur projet. L'imbécile du parking essayait de contrôler tout le processus, mais ils ont réussi à mener à bien le projet en équipe.
Le panel a demandé à tous les candidats de s'asseoir dans le couloir pendant que nous délibérions et les appellerions individuellement. Après leur sortie, j'ai raconté à mes collègues ce qui s'était passé dans le parking. Ils ont éclaté de rire. Nous avons appelé l'idiot en premier et avons commencé par des questions basiques. Il était fort, mais très arrogant. Enfin, c'était mon tour de poser des questions. Comment réagissez-vous sous stress ? Il a répondu qu'il gérait bien, qu'il était une personne très sensée. Je lui ai demandé s'il ne faisait jamais rien comme sortir de sa voiture et crier sur un inconnu. Le silence est tombé. Ou insulter quelqu'un et lui dire d'apprendre à lire ? Son visage est devenu blanc. Vous réalisez que ce travail vous met souvent face aux médias et il y a toujours quelqu'un qui vous regarde. Vous réalisez que si vous travaillez ici, vos actions ne reflèteraient pas seulement sur vous, mais aussi sur votre supérieur, l'agence et l'État dans son ensemble. Pensez-vous que, si j'étais à votre place, j'embaucherais quelqu'un qui se comporte de manière aussi grossière que vous ? Il a baissé la tête, honteux. Je lui ai dit que je ne pensais pas qu'il était fait pour ce poste, mais que cela ne faisait pas de lui une mauvaise personne, juste qu'il n'était pas prêt pour ce travail. Il était dégonflé. Je crois que c'était la première fois que quelqu'un le tenait responsable de ses actions. Il n'a pas eu le poste, mais quelques années plus tard, je l'ai vu travailler pour une autre agence et il semblait avoir appris la leçon. Une aventure inoubliable et terrifiante. En 2007, l'excitation et l'aventure se sont mêlées à ma vie, alors que j'entamais ma 3e année d'université. Mes amis et moi avons décidé de partir en vacances de printemps prometteuses et mémorables. Myrtle Beach était notre destination choisie. Cependant, nos comptes en banque étaient plutôt maigres et les vols étaient hors de notre budget étudiant. Quelle fut notre solution brillante ? Conduire. Oui, nous avons décidé qu'il serait beaucoup plus économique de conduire de notre université au New Hampshire jusqu'à Myrtle Beach, en partageant les frais de carburant entre nous tous. Imagine cette scène. 5 jeunes enthousiastes, tous entassés dans le véhicule de mon ami, les fenêtres ouvertes et la musique à fond. L'aventure commençait. Des plaisanteries et des rires interminables aux arrêts dans les stands de nourriture au bord de la route, chaque moment est resté gravé dans notre mémoire. Il y a eu des moments où nous nous sentions comme dans un film comique, avec des situations drôles et des anecdotes que nous nous rappelons encore avec affection aujourd'hui. Mais tout n'était pas que divertissement et rire. Conduire pendant 17 heures d'affilée a aussi eu ses défis. Il y avait des moments de fatigue et d'ennui quand le paysage semblait se répéter encore et seule la promesse des plages de Myrtle Beach maintenait notre esprit vivant. Alors que nous approchions de notre destination à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, nous sommes passés par une petite ville appelée Fair Bluff, en Caroline du Nord. Il était tôt le matin et le soleil commençait à peine à éclairer le paysage devant nous. Cependant, ce qui a attiré notre attention n'était pas la lumière du soleil, mais l'atmosphère sombre qui semblait envelopper cette ville. Fair Bluff se présentait devant nous comme un endroit qui avait connu des jours meilleurs. La dévastation causée par l'ouragan Matthew, qui avait frappé la région à peine un an plus tôt, était encore évidente à chaque coin de rue. Les bâtiments endommagés, les rues désertes et les vestiges de CE, qui avaient été une communauté prospère, ont laissé une impression durable dans notre esprit. Nous avons conduit lentement dans les rues, incapables de détourner le regard de la scène devant nous. Chaque coin de rue semblait raconter une histoire de perte et de résilience. Nous nous sommes sentis submergés par l'ampleur de la destruction et, en même temps, inspirés par la force et la détermination des gens qui appelaient Fair Bluff leur foyer. Le souvenir de ce moment se rejoue dans mon esprit comme un film au ralenti. Chaque détail, chaque image est gravée dans ma mémoire de manière indélébile. C'était un rappel puissant de la fragilité de la vie humaine et de l'importance de la solidarité et du soutien mutuel en période d'adversité. En quittant Fair Bluff et en continuant notre voyage vers Myrtle Beach, nous avons emporté avec nous non seulement l'image de la dévastation que nous avions vue, mais aussi un sens renouvelé de gratitude pour la sécurité et la stabilité dans nos propres vies. Cette brève rencontre avec la réalité de Fair Bluff nous a appris une leçon inestimable sur la force de l'esprit humain et la capacité de résilience face à l'adversité. De plus, étant originaire de New York et étudiant au New Hampshire, je ne savais pas que la Caroline du Nord était le foyer des vautours. En conduisant lentement, nous avons vu un gros animal que nous ne pouvions pas distinguer, dévoré par des vautours. Ensuite, nous avons rencontré 3 autres vautours juste sur le bord de la route, ce qui ajoutait certainement au facteur fantomatique.
mais tous étaient immobiles. Nous avons continué à conduire et avons finalement rencontré un corbillard. Cela peut sembler normal, mais ce corbillard était arrêté sur le bord de la route et il n'y avait rien autour pendant des kilomètres, à part des champs ouverts et des maisons abandonnées en décomposition. 2 hommes chargeaient littéralement un cercueil sur le bord de la route. Il n'y avait aucune entreprise de pompes funèbres à des kilomètres à la ronde, alors bien sûr, nous nous posions des questions. Mais à la fin, nous étions impatients de quitter cet endroit. Ce qui était étrange atteignit un point critique lorsque nous avons passé une croix littéralement brûlée, assez loin dans le champ. Mais elle était énorme, et nous l'avons clairement vue. Elle devait être en bois et faire au moins 3 mètres de haut. Elle était partiellement brûlée et toujours plantée dans le sol. À ce moment-là, nous avons simplement continué notre route. Nous étions heureux de voir le panneau de bienvenue de la ville suivante. Nous avons secoué cela et avons continué à profiter de nos vacances de printemps. Cependant, sur le chemin du retour, il a commencé à neiger. Et en traversant Fairbluff à nouveau, cette fois dans l'obscurité totale, sans une seule lumière à part nos phares, la voiture glissait comme une folle et nous étions dangereusement bas en carburant. Nous avons réussi à sortir de là, mais j'ai ressenti une peur authentique, tant la première fois que la deuxième fois, tu ne me verras plus jamais passer par là.